Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 4 personnes ont trouvé la mort dans un accident sur la route de Touba. Leur véhicule s'est renversé en milieu de journée. Le collectif des candidats à la présidentielle maintient la pression. La présidentielle doit se tenir le 25 février et non le 15 décembre. Le décret et la loi seront attaqués partout où besoin sera. Gronde Aly Ngouille Ndiaye et compagnie. L'Union européenne estime que ce report entache la longue tradition de démocratie au Sénégal. Cette décision ouvre une période de grande incertitude, soupire Nadia Masrali, porte-parole pour les affaires étrangères de l'UE. La crispation politique produit un ralentissement économique. Rares sont les secteurs épargnés. Reportage édifiant à suivre. Et puis santé, les séances de dialyse se font péniblement à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye à cause d'un manque de kits. Faux, rétorque le directeur de l'établissement. On vous explique tout dans cette édition. Bonsoir. 4 personnes décédées et 5 blessés légers. Bilan d'un accident survenu sur la route de Touba en milieu de journée. Leur véhicule s'est renversé. Les victimes devaient rejoindre la cité religieuse. Front contre le report de la présidentielle au Sénégal, le collectif des candidats maintient la pression. Les candidats disent non au report. L'élection doit se tenir le 25 février et non le 15 décembre 2024. La loi et le décret seront attaqués partout où besoin sera, grondent les candidats. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Mbaye. Autour de cette table, les 20 candidats à la présidentielle avortée du 25 février 2024. Pour une cause commune, le rejet et l'annulation de la loi qui reporte la tenue de l'élection présidentielle à la date du 15 décembre 2024. Exige le respect du processus électoral du calendrier républicain. Il demande au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin de rétablir l'ordre constitutionnel. Il demande également à toutes les forces vives de la nation de venir rejoindre le combat, puisque le combat n'est pas le leur, c'est le combat de tous les Sénégalais. Il demande également à toutes les chancelleries présentes sur le territoire national de prendre position très clairement. Il ne s'agit pas d'une immixtion aux affaires intérieures du pays, mais de condamnation de principes universels. Pour ce collectif, l'acte posé par le président Macky Sall équivaut à de la haute trahison. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant à signer un décret qu'il sait manifestement illégal, illégitime, il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. Ils en appellent à l'arbitrage de la communauté africaine, mais aussi internationale. S'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril, sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale, et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte, et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut qu'il recule. Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Macky Sall ne représentera plus le Sénégal à l'UEMOA, ni à la CEDEAO, ni dans aucun sommet international, ni à l'ONU Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Macky Sall, pendant qu'il est encore temps, de faire preuve de bon sens. Il ne peut pas vaincre. Le mot d'ordre est unanime, la campagne électorale déjà engagée. Il ne compte pas s'arrêter. La coalition Bassirou Diomaye Faye entend continuer ses caravanes et entend continuer la campagne électorale. D'ici là, le collectif annonce un recours à la Cour suprême, une saisine pour annuler le décret et le vote de la loi par les députés de Benno Bokk Yakaar et de Wallu.
Et pour la majorité présidentielle, plusieurs facteurs ont concouru à cette décision, notamment la lettre des candidats dits spoilés, mais également une négligence supposée du Conseil constitutionnel. Moussa Sow, coordonnateur national de la COJER avec Mamadou Fall. La négligence du Conseil constitutionnel est avérée et fait peser de plus en plus des soupçons d'impartialité. Des risques de graves contentieux pré- et post-électoraux deviennent donc plausibles. En 5, le président de la République prend acte de la proposition de loi introduite par un groupe parlementaire de l'opposition. En 6, le président de la République abroge le décret ayant convoqué le collège électoral. En 7, l'Assemblée nationale adopte, après près de 10 tours d'horloge de débats tendus et démocratiques, la proposition de loi constitutionnelle numéro 04/2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Mesdames, Messieurs, les journalistes, chers compatriotes, de toute cette chronologie, où et à quel moment le président de la République a posé des actes allant dans le sens de reporter l'élection présidentielle du 25 février 2024? Nulle part. Pourquoi les leaders de l'opposition, partisans ouverts du report, n'osent pas assumer leur position à l'instar du Parti démocratique sénégalais et de ses alliés? C'est de la pure lâcheté. Les centrales syndicales déplorent cette situation kafkaïenne. Mody Guiro de la CNTS et Cheikh Diop de la CNTS-FC exigent le dialogue le plus rapidement possible afin de retrouver la stabilité légendaire du Sénégal. Cheikh Diop. Ils font partie de toutes ces organisations qui s'opposent au report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. À la tête de centrales syndicales, ils fustigent la démarche du président Macky Sall. Ça a été une surprise pour moi et pour notre organisation de voir ces élections reportées. En tout cas, on ne s'y attendait pas. Mais quand même, la décision a surpris tout le monde, très certainement. En tant qu'acteur de la société civile, en tant que syndicat, nous pensons que ce report qui est intervenu va recueillir en fait le consensus de l'ensemble de la classe politique. Comme nous le disons, la stabilité de notre pays prime surtout. Non, on n'est pas d'accord sur le report. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes pour le respect du calendrier républicain. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est acté. C'est acté, la campagne est reportée, tout est reporté. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous de tout mettre en œuvre pour que le processus qui doit conduire aux prochaines élections, que nous voulons le plus tôt possible, je l'ai dit tantôt, soit un processus inclusif, démocratique, transparent, pour qu'à terme, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il n'y ait pas de perturbation, de contestation. Il estime que le Sénégal est en train de vivre un recul démocratique, d'où l'urgence d'instaurer un dialogue sincère dans les meilleurs délais. Et pour nous, le plus important, c'est d'arriver à des consensus forts, pour arriver à des élections inclusives qui permettraient à tout le monde donc de se présenter, n'est-ce pas, à ces élections-là. Mais pour ce faire, il faudrait que cela se fasse dans un climat apaisé. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a quand même une rupture de confiance. Comment rétablir cela? Ça me paraît difficile. C'est pourquoi, dans la position des organisations syndicales, nous avons proposé qu'il y ait une haute autorité qui supervise ces concertations-là. Parce que nous pensons qu'il faut effectivement des concertations, mais des concertations qui ne soient pas entachées par une rupture de confiance. Ils n'ont pas manqué de plaider pour les intérêts des travailleurs. Ces centrales syndicales attendent du prochain président la prise en compte de toutes leurs revendications.
L'Union européenne se dit très préoccupée par cette situation. Cette décision entache la longue tradition de démocratie au Sénégal, mais également ouvre une grande période d'incertitude. Nabila Masrali, porte-parole de l'UE pour les affaires étrangères et politiques de sécurité, nous l'écoutons, conférence de presse tenue aujourd'hui. L'Union européenne est très préoccupée par le rapport du scrutin présidentiel prévu pour le 25 février au 15 décembre 2024. Ce report entache la longue tradition de démocratie au Sénégal et ouvre une période de grande incertitude au Sénégal. L'Union européenne regrette que cette décision majeure qui concerne un moment clé de l'exercice démocratique par l'ensemble des citoyens soit intervenue sans étroite consultation avec l'ensemble des acteurs politiques de manière inclusive et transparente. Et en lien avec la déclaration de la CEDEAO, l'Union européenne demande instamment à la classe politique de prendre rapidement les mesures nécessaires visant à rétablir le calendrier électoral conformément à la Constitution du Sénégal et à la charte de la CEDEAO. Les impacts de ce report sur la stabilité et la cohésion sociale du pays sont déjà visibles. L'Union européenne rappelle à ce titre que l'exercice des libertés fondamentales comme celle de manifester et de s'exprimer sont des principes fondamentaux et d'état de droit qui ne doivent souffrir d'aucune exception. Parlons justement des impacts de ce report. Cette crispation politique que vous allez le voir produit un ralentissement économique et rares sont les secteurs épargnés. Reportage édifiant d'Issa Prera à Lundiagne. Cette entreprise de la place de travail a bien repris. Il faut dire que la situation issue de l'annonce du report n'a pas réellement impacté sur les affaires. Mais les gorgorlous au quotidien, eux, l'ont bien senti. L'impact pour l'instant n'est pas mesurable dans la mesure où on a repris, tout le monde a repris. Je pense que c'était lundi qu'il y a eu quelques dérèglements, dû essentiellement au fait que les banques à 14 heures étaient toutes fermées. Et ensuite, certains des employés, pour différentes raisons, parce que c'était les transports en commun et au-delà qui ont posé un problème. Heureusement que ça a vite été solutionné. Hier, effectivement, les gens ont fait effectivement le temps qu'il fallait. On n'a pas senti effectivement carrément. Mais je crois que sur le court terme, c'est naturellement les secteurs comme le commerce, comme la distribution, comme le transport de masse, qui en a un peu, en tout cas, eu les coûts les plus immédiats. Dardar, le petit commerce et le secteur informel ont reçu les contre-coups de cette situation. Mais à long terme, il y a d'autres conséquences qui peuvent impacter sur l'économie du pays. Il y aurait des modifications à la fois budgétaires ou qui seront en tout cas opérées dans le moyen et long terme. Parce que le président sera là encore 10 mois. Et 10 mois, c'est pratiquement, en tout cas, on va dire 3/4 du budget qui serait déjà consommé. Donc, de nouveaux engagements, un nouveau président qui va arriver avec une nouvelle orientation. Véritablement, je vais emprunter ça à nos frères juristes. Il faudra des mesures accommodantes pour permettre, en tout cas, d'absorber les soupapes, en tout cas futures, qu'on aurait cru craindre des contations post-électoraux. Pour nos interlocuteurs, le plus important, c'est que le pays garde sa stabilité politique, pour la politique, mais aussi pour sa santé économique. Dakar, heureusement pour nous, c'est une bonne chose. Bon, moi je pense que dès l'instant qu'une date a été fixée, je pense que la sérénité doit prévaloir. Et ensuite, ce Sénégal-là nous appartient nous tous. On n'a aucune raison de le vendanger ou de le brûler. Bon, les Sénégalais sont très matures, ils savent voter et plaise à Dieu qu'effectivement le jour du scrutin, chacun aura effectivement à prendre ses responsabilités par rapport au candidat qui doit élire. On nous a fixé une date,
tout le monde. Je pense qu'on a intérêt effectivement à aller dans cette date-là et ne pas exposer le pays là. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'être dans des logiques tranchées de 1000 collines, etc. ou de brûler le pays. Et à ce moment-là, à qui cela profiterait? Pour rappel, dès l'annonce du report de l'élection présidentielle au Sénégal, le pays est entré dans une tension qui a fortement impacté l'activité économique, mais de courte durée. Merci Dissa, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Santé à présent, selon plusieurs témoignages, les séances de dialyse se font péniblement à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye, c'est dans la banlieue de Dakar. Faux, rétorque le directeur de l'établissement. Explication, Ibrahim Makan. Au centre d'hémodialyse de l'hôpital Roi-Baudouin, les malades du rein lancent un cri du cœur. La disponibilité du kit pour les séances de dialyse, un problème qui perdure selon ces malades plongés dans une inquiétude constante. Ça fait un mois. Ça fait un mois que nous sommes confrontés à un problème de kit. Si nous ratons une séance de dialyse, nous aurons des problèmes, surtout en cette période de chaleur. Il faut que ça change, sinon certains d'entre nous vont mourir. Ben jour, on a des problèmes. 5 heures du matin. De 5 heures du matin jusqu'à 11 heures, nous étions là sans kit pour faire la dialyse. Certains sont rentrés parce qu'ils étaient désespérés. Le directeur a envoyé par la suite une boîte avec juste 50 compresses et c'est loin de suffire. Même deuxième heure. Les malades qui devaient faire leur dialyse en premier sont rentrés. Même pour la deuxième vague, beaucoup sont rentrés. Les lits sont presque vides, comme vous pouvez les voir. Ils ont juste amené 50 boîtes de compresses et chaque boîte contient 10. Donc, c'est un total de 500 compresses. Alors que chaque jour, nous utilisons 200 compresses. Donc, ces 50 boîtes ne peuvent même pas nous couvrir pour 3 jours. 2 jours et demi, là, Interpellé sur la situation du centre, le directeur de l'hôpital Roi-Baudouin balaie en touche et accuse des personnes mal intentionnées qui veulent, dit-il, déstabiliser la structure qu'il dirige. L'hôpital Roi-Baudouin n'a pas de rupture de kit d'hémodialyse. Parce que j'ai devant moi le bordereau de livraison du 2 février 2024 de 720 kits et accessoires d'un montant de 31 millions et poussières. Je pense que c'est des personnes mal intentionnées qui avaient demandé aux malades qu'il n'y a pas de kit, qui ne sont même pas les personnes habilitées à leur dire s'il y avait un problème de rupture. Et donc, je pense que nous allons prendre dans ce sens toutes nos responsabilités par rapport à ces situations pour cerner, pour voir quels sont les ennemis de l'hôpital qui, depuis un certain temps, font tout pour déstabiliser cet hôpital. La dialyse, un exercice primordial pour la survie des malades du rein. Ces derniers ne souhaitent qu'une seule chose, faire leur séance sans aucune perturbation, avec une disponibilité de kit. Merci vraiment et revenons sur l'affaire du retrait de la licence du groupe Walfadjri. La CAP, la coordination des associations de la presse, annonce une journée sans presse dans les prochains jours, mais aussi un conseil des médias et une marche également pour protester contre cette décision de l'État du Sénégal. Maguette Ndong, membre de la CAP, avec Maïmouna Ndiaye et Marc Dieng. Inch'Allah, un édito commun qui sera partagé par tous les médias du Sénégal, la presse écrite, la radio, la télévision, pour dire tout simplement au gouvernement notre désapprobation de cette mesure, de en tout cas retirer la licence de Walf. Et toujours dans le plan d'action, vendredi on a prévu de faire un conseil des médias ici même dans la maison de la presse. Le conseil des médias, ça va regrouper tous les acteurs de la presse. Nous comptons rendre visite aux représentations diplomatiques ici à Dakar, l'Union européenne, les États-Unis, la France, l'Allemagne et en tout cas beaucoup d'ambassades qui sont présentes ici à Dakar. Et au-delà de ça aussi, on a prévu d'organiser une journée sans presse. La journée sans presse, bon, c'est pourquoi d'ailleurs on a eu à rencontrer les patrons de presse. Inch'Allah, ça va se faire après, en tout cas en fin de semaine, Inch'Allah. Maintenant, avant même cette journée de la presse, nous comptons vraiment faire boycotter les activités du gouvernement. Voilà, vraiment toutes les activités officielles et même du gouvernement, nous comptons vraiment les boycotter. Du Sénégal pour parler agriculture, des canaux d'irrigation
à sec. Plus de 1000 hectares déjà emblavés en souffrance dans le Waalo, notamment dans les villages de Ndembe, Golam et environ. Dans l'inquiétude totale, ces producteurs interpellent les autorités sur l'urgence de draguer ces canaux pour l'évacuation de l'eau vers les champs. Reportage Ousseinou Diop et Habib Sek. Dans les villages de Golam, Ndimbe et environ, l'inquiétude règne de jour en jour chez les producteurs. Ici, les canaux d'irrigation n'ont pas d'eau depuis plus de 2 mois. Une situation difficile qui risque de détruire plus de 1000 hectares de terre déjà emblavés, avec des variétés comme la patate ou le manioc. Vous voyez, il n'y a rien dans les canaux d'irrigation. Les champs n'ont pas d'eau depuis 1 mois. C'est une catastrophe que nous vivons présentement et nous sommes très inquiets. C'est pourquoi nous organisons cette manifestation pour alerter les autorités sur le danger qui guette le Waalo-Djeri. Nous voulons de l'aide. Les jeunes ont vendu tous leurs biens pour investir dans l'agriculture. Ces producteurs ont investi tout leur argent dans ces champs. Ils craignent de tout perdre si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Les villes se sont sacrifiées pour accompagner les jeunes. Nous sommes contre l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous insistons pour que les jeunes puissent rester dans le Waalo. Nous avons tout fait pour cultiver 1000 hectares de terre. Mais aujourd'hui, la SAED et le LAC n'ont rien fait pour accompagner les producteurs. Ces paysans appellent les sociétés en charge de l'agriculture, comme la SAED et l'Office des lacs et cours d'eau, à réagir pour éviter la crise dans le Waalo. Après l'hivernage, tous les jeunes avaient investi dans l'agriculture de contre-saison. Mais aujourd'hui, ils vivent tous dans des difficultés parce que nous n'avons pas d'eau et la crise s'installe dans le Waalo. C'est anormal de passer plusieurs mois dans les champs et à quelques jours de la récolte, tout s'arrête comme ça. Les producteurs ne veulent pas vivre le calvaire des années passées. Ils invitent l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour les sortir de cette situation. Tout autre chose à présent, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est fini pour le Sénégal, mais on reste quand même en Côte d'Ivoire. Le reportage du jour nous mène à Treichville, ville où vit une forte communauté sénégalaise. Les compatriotes, vous allez le voir, sont des as de la joaillerie. Le business de la bijouterie fait florès, surtout en cette période où la Côte d'Ivoire est la capitale de l'Afrique du football. Reportage Missa Ndoye et Mamadou Ndiaye. Treichville fait partie des plus grandes communes de la Côte d'Ivoire. Située sur l'île de Petit Bassam, dans cette ville réside une forte communauté sénégalaise, parmi eux Omar Bey, un jeune bijoutier sénégalais qui a vécu ici depuis maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis à Abidjan, mais il faut que Sénégal. Oui, j'ai fait 10 ans à Treichville, je suis bijoutier, c'est mon activité ici. Mais n'empêche, je n'oublie pas d'où je viens. Je suis sénégalais vivant à Abidjan. Le métier de bijoutier marche bien en Côte d'Ivoire. Omar précise que les Ivoiriens préfèrent les bijoux blancs aux bijoux en or. Un business florissant. Il peut gagner 15 000 voire 20 000 francs CFA par jour. Le business marche bien vraiment. Les Ivoiriens préfèrent les bijoux blancs aux bijoux en or. Ils font porter à leur bébé les bijoux blancs, c'est vraiment magnifique. Parfois on gagne 15 voire 20 000 francs CFA par jour. Ils vivent en parfaite harmonie avec les Ivoiriens et plusieurs autres nationalités. Originaire de Diourbel, Omar regrette l'élimination du Sénégal en 8e de finale. Actuellement, ce qui me fait mal, c'est l'élimination précoce. C'est une grosse déception. Ici, les Ivoiriens aiment les Sénégalais. Nos affaires marchaient bien quand l'équipe gagnait ses matchs. Mais la prochaine fois sera la bonne, Inch'Allah. Les Sénégalais de Treichville s'activent dans divers secteurs d'activité. Ils sont dans la restauration, le commerce, la couture, la bijouterie et la cordonnerie. Mamadou, tout le monde regrette l'élimination précoce des Lions de la Teranga. Et puis retenez à propos de la CAN que le Nigeria attend sagement le vainqueur du match qui se joue en ce moment même entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Le Nigeria qui a battu, vous le savez, un peu plus tôt, l'Afrique du Sud à l'issue des séances de tir au but. Parlons basket à présent. Tournoi de qualification olympique à Bruxelles du 8 au 11 février. L'équipe nationale féminine
féminine du Sénégal entre en lice jeudi face au Nigeria. Des Lionnes prêtes pour relever le défi selon Aya Traoré. Ça se passe super bien. Je pense qu'on a fait actuellement 5 séances, donc ça s'est passé rapidement, mais bon, il n'y a pas de temps. Voilà, il y avait beaucoup d'informations à absorber, mais je pense que dans l'ensemble, ça se passe bien et nous sommes super motivés. Pas de problème du tout. Elles connaissent déjà l'équipe, elles étaient là avant, donc je pense que ça se passe bien pour elles. Elles sont là, elles font partie de l'équipe. Ok. L'état d'esprit, il est bon, les filles elles sont là, tout le monde, elles sont super motivées. Depuis qu'on est venu, voilà, on a envie, voilà, avec le nouveau coach, donc il fallait se préparer surtout mentalement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, l'esprit est bien. On est prêts, Inch'Allah. Inch'Allah, on s'est entraîné, comme je l'ai dit, donc on a mis des choses sur place. Et demain, on va essayer de les exécuter. Et puis reparlons football, les compétitions sont suspendues. La Ligue 1 notamment, jusqu'à nouvel ordre, annonce la Ligue sénégalaise de football professionnel à l'origine de l'indisponibilité des services d'ordre pour la tenue des rencontres selon le directeur exécutif de l'instance, Sam Satoufal, avec Cher Sadi Boutera. Même s'il y a des retards, on n'y peut rien. Nous sommes dans l'obligation de le faire et nous sommes dans le devoir de le faire. Il s'ajoute que, bon, en tout cas, si la situation revient à la normale, ces quelques matchs de retard n'auront pas beaucoup d'incidence, en tout cas, sur le championnat, parce que nous avons, malgré qu'il y avait la Coupe d'Afrique, on a joué 3 tours du championnat et on voulait jouer également un tour de Coupe de la Ligue. Pour disons, essayer, disons, de prendre une avance, même si par ailleurs cela devait occasionner et entraîner, en tout cas, un réaménagement du calendrier, on est obligé de le faire. On n'a pas le choix. Le choix parce que simplement nos compétitions sont intimement liées, disons, à la couverture, disons, sécuritaire, notamment le service d'ordre. S'il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas marché, même en temps normal. Quand, par exemple, dans un match où il n'y a pas de service d'ordre, forcément, les arbitres arrêtent le match. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Restez avec nous. Dans un instant, Papa Blader et son invité pour Soir d'Info. La suite, bonne suite des programmes sur TFM.